Donc, le chapitre 2, c'était comment trouver des idées de produits nouveaux. Il y a quatre sources d'idées de produits nouveaux. Le client, la créativité, le produit lui-même et enfin les salariés. Oui, mais donc, des études macro, c'est-à-dire qui tiennent en compte de la structure du marché, c'est-à-dire on étudie la demande. Et il y a une petite révision. oui, هذيك مدام اللي حطتها. chapitre 2 يا هاكا محلولة déjà directement. هكا عامله بارتاج نتاع l'écran مادام تبعوا بالبارتاج. تيماني بالتليفون انا مش je le partage avec vous sur اي فما منه في الميل هاكا. بعثكم من اول اللي من الاول باهي سي بون. C'est bon. Donc, ça veut dire quoi étudier le marché? Ça veut dire étudier la structure du marché. Est-ce que la croissance est importante? Quel est le taux de pénétration? Quelles sont les habitudes de consommation du consommateur? Et étudier l'offre, les concurrents, quels sont les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Ça permet de dégager des tendances et donc de trouver des créneaux intéressants. On peut dire que sur le marché des cosmétiques, par exemple, on a une branche des cosmétiques qui ont très forte croissance, c'est la branche des cosmétiques naturels. Bon. Les concurrents, on a Foum, Shkoun, etc. Un type d'étude qui permet de voir la structure des marchés, c'est les études usages et attitudes. Donc, qui permettent d'analyser justement la structure d'un marché, les usages des produits, les critères de choix des consommateurs, leur comportement d'achat, ce qu'ils connaissent comme marque, quelles sont les attitudes qu'ils ont à l'égard des différentes marques, etc. Ça nous permet d'avoir une idée globale de ce qui se fait dans le marché. Les études d'usage et attitudes, je dis qu'on les faisait souvent en 3 étapes. Première étape, nous le label dans le questionnaire. Je n'en ai pas fait le questionnaire. Vous êtes un homme, une femme, etc. Donc, tout ce qui est, qu'est-ce que vous consommez actuellement comme marque, qu'est-ce que vous connaissez comme marque, quels sont les médias que vous fréquentez, etc., etc. Un profil. Après, il y a une étape comportement de consommation qui se fait habituellement avec un carnet de consommation. Je mets un carnet de consommation, je vous laisse un carnet dans lequel chaque fois que vous consommez un produit de la catégorie de produits, vous m'indiquez l'heure, le moment, etc. Et les conditions dans lesquelles vous avez consommé ce produit-là. Pendant une semaine, 15 jours, un mois, selon la fréquence de consommation du produit en question. Ensuite, on revient avec un questionnaire sur les comportements d'achat, etc. et sur les attitudes à l'égard des marques. Donc, ça permet de décrire le marché, de trouver des opportunités, les consommateurs d'optimiser le positionnement du produit, c'est-à-dire effectivement ou dans quel contexte et de pouvoir identifier de nouvelles cibles. Donc, je vous ai donné un exemple de carnet de consommation où vous voyez effectivement à droite, à gauche. Donc, chaque fois que vous consommez un produit de la gamme, il s'agissait du snacking dans cette étude-là. Vous mettez l'heure. Ensuite, vous mettez le nombre de doses consommées. Est-ce que حطيتهم في ولا حطيتهم في dans un fiche صفحة كبيرة صفحة صغيرة في كيس etc. Est-ce que حطيتهم هكاك من غير ما تزيد حتى شيء؟ Est-ce que مادام علاش نعملوه هذا؟ هذا الكل هذا باش نعرفوا بالضبط comment les gens consomment un produit particulier. D'accord, merci.
Est-ce qu'on l'a consommé seul, avec des gens, à la maison, etc. Mais d'une manière extrêmement précise. Ça, c'est l'exemple que je vous ai donné, c'est sur un carnet papier, mais on peut imaginer de faire ça effectivement par Internet. Donc ça, ce sont des études que font les entreprises tous les 4-5 ans. Une fois qu'elle achète la consommation de leurs produits, il y a les approches d'observation, les approches ethnographiques, où on recueille des images, des vidéos, des enregistrements sur les gens, soit chez eux, soit on les invite dans un laboratoire où on reproduit les habitudes de consommation. Il y a aussi la l'ethnographie où je vais sur les groupes de discussion pour essayer de voir ce que disent les gens sur un produit en particulier, et ça aussi, ça peut être intéressant. نحكيو مع الشمعة اللي غرت يقولوا حلو ياسر ولا ماشي بنين ولا الفاريانت هذيك قارصه ولا ما فيهاش مطعم معلى etc. Donc ça permet d'identifier des usages inattendus du produit. اللي ما كناش نتوقعوهم كما حكينا وقتها في الكور بسكوي سايده برشا ناس تعمل به كريمه تعمل به gâteau تعمل به برشا حاجات. Je vous avais donné un exemple. Biscuit. Biscuit. Il y avait un exemple qu'on avait fait, c'est des visites à domicile pour le liquide vaisselle. Et donc, on allait voir les gens et on leur demandait de laver la vaisselle devant nos yeux. Et on les filmait de façon à voir comment ils se comportent. Est-ce que mesroun, berd, قداش يحطوا produit, est-ce qu'ils يزيدوا حاجة أخرى مع البرودوي, est-ce que يصبوه طول على النشافة, شنو هي النشافة, يصبوه على الماعون, يصبوه في صحفة, voilà, toutes ces choses-là. Et puis aussi, on essayait de voir qu'est-ce qu'ils ont comme produit. خاصة الناس عندهم دينار اللي يعملوا به الدار الكل. وهما ناس عندهم برودوي كل حاجة, واحد السبابل, واحد القاع, واحد الماعون, واحد الكيسان, واحد المغارف, et ainsi de suite. Tout ça, ça nous intéresse parce que ça nous permet effectivement de comprendre exactement le comportement de consommation vis-à-vis d'un produit. Oui? Allô? Vous êtes là? Oui, madame. Oui, on est là. Oui, madame. T'as le micro, madame. D'accord. Donc là, par exemple, on s'était aperçu dans cette étude-là que les Tunisiennes aimaient bien ajouter des choses dans la vaisselle, hein, comme du citron, de l'eau de javel, du vinaigre, etc. Et on s'est dit que peut-être ça pouvait être une idée de produit nouveau, c'est-à-dire un produit dans lequel on ajouterait déjà ces produits-là. Ensuite, on s'est aperçu que la Tunisienne aime bien quand le produit est dense, etc. Donc tout ça, ça nous permet de voir un petit peu concentré. Ça nous permet un petit peu de savoir comment les gens consomment et à partir de là, quels nouveaux produits on peut leur offrir. Attendez. On peut aussi faire des études tout simplement sociologiques. Et donc, il y a des tendances que, comme l'hyperconnexion, les gens sont de plus en plus connectés, la connexion mobile, l'importance des réseaux sociaux, le fait que les gens aiment bien de plus en plus le do-it-yourself, la tendance vers le naturel, le nomadisme, hein, les gens bougent de plus en plus, ils restent de moins en moins chez eux, le troc, le gaming, et ainsi de suite, le recyclage, la nostalgie, le retour aux traditions, tendance, yegdim, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça peut donner des idées de produits nouveaux. Oui? Il y a des cabinets de tendance dont le travail est justement d'observer d'observer la société et de proposer des tendances.
On avait parlé des clients pilotes. Je nomme les clients pilotes. Ce sont des clients qui connaissent très bien le produit et pour lesquels le produit est très important. Vous m'avez donné l'exemple, si vous fabriquez par exemple des chaussures de sport, vos clients pilotes peuvent être des sportifs. Allez, la chaussure de sport, وزاد يفهم ما عندها نجم يقول لك راهو انت كان تعملها لي اخف راني ساماد راهو كان تعلي لي في la semaine ça peut m'aider, j'ai besoin d'une mousse qui soit plus dure ou alors au contraire plus résistante ou alors au contraire qui soit plus flexible. Donc ce sont des gens qui sont très impliqués dans le produit et qui comprennent bien le produit et par conséquent ils peuvent vous donner des idées d'innovation. Donc voilà, comment gérer les clients pilotes. Il faut former une équipe, questionner les pilotes, revenir vers l'équipe, décider de ce qui est important par rapport à ce qu'ils ont dit. Donc comment on identifie les clients pilotes? Par une sorte de méthode boule de neige qu'on appelle l'échantillonnage pyramidal. Donc, les idées développées par ces clients pilotes vont être recensées, améliorées, travaillées, et ainsi de suite. Maintenant, pour le client lambda, pas client pilote, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le client lambda, il ne peut pas vous donner des idées de produits nouveaux. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? En revanche, il peut vous dire quelles sont ses attentes insatisfaites par rapport aux produits existants. Et à partir de là, vous pouvez trouver des idées de produits nouveaux visant à améliorer ces insatisfactions-là. Donc, exemple d'entretien pour un client lambda, décrivez-moi votre dernière utilisation du produit X. مثلا يقول لك خديت باكو مقرونه ولا ساعه كيف حليته الشطر وتبزع ما كملتوش حبيت نخبيه ما لقيتش كيفاش نخبيه على خاطر الباكو ما يتسكرش المقرونه عجنت ولا طابت ياسر etc. Donc ensuite quelles étaient vos attentes? شنو كنت تتمنى؟ Attente par attente, est-ce que ces attentes ont été satisfaites ou pas? Donc, le but, c'est de déterminer le degré d'insatisfaction par rapport aux produits existants. Et à partir de là, on peut aller vers des produits nouveaux qui visent à satisfaire les attentes insatisfaites. Donc, ça peut être du directif, du semi-directif, du groupe ou l'individuel. On ne va pas revenir là-dessus. Vous connaissez les avantages et les inconvénients de ces différentes méthodes-là. C'est des petits échantillons parce que c'est du qualitatif, donc on ne vise pas la représentativité. Par contre, l'idéal, ce serait d'avoir quand même des profils un petit peu différents, des gens des consommateurs, des non-consommateurs, des gens qui consomment des produits concurrents, des clients qu'on a perdus, etc. Autre tendance très à la mode, c'est la co-création, c'est-à-dire que l'on demande aux clients de nous donner des idées de nouveaux produits. C'est très, très à la mode parce que, d'abord, ça permet d'avoir des idées nouvelles pour pas cher. Ensuite, ça plaît aux consommateurs et c'est à la fois un outil de création et un outil de communication. Si vous rentrez sur la plateforme Lego, vous allez trouver cet écran-là sur le site qui vous dit « Est-ce que vous avez une idée de nouveaux produits pour Lego ?» Si votre réponse est oui, vous cliquez et vous donnez votre nouvelle idée. Et donc, ces produits-là qui ont été proposés par Lego ont été en réalité proposés par des clients sur le site de l'entreprise. Bon, là, pareil, DOP aussi, il a fait de la co-création. Il a demandé aux gens sur les réseaux sociaux de choisir entre 4 parfums différents de gel douche. Et les gens, je crois qu'ils ont choisi
je sais plus quoi, qu'est-ce qu'ils ont changé, ils ont choisi. Donc, il y avait le choix entre frites pétillantes, bananes, crocodiles ou bonbons colorés. Et finalement, ils ont choisi des bonbons acidulés. Voilà, bonbons acidulés. Pareil, hein, les drones de DHL ont été proposés par des clients. Ça, ce sont des exemples, hein, vous allez les lire. La Société Générale aussi a mis en place une application bêta qu'elle propose à un certain nombre de clients testeurs qui vont lui dire si ça leur plaît, si ça ne leur plaît pas et comment on peut l'améliorer. La créativité, tu as dénalé très rapidement la créativité. Alors, on a déjà un mal tout semestre qui aime la créativité. Donc, le brainstorming, la synectique. Bon, la synectique, la synectique, c'est comparer un produit à quelque chose qui lui ressemble. De façon à trouver des idées de produits nouveaux. Et l'être humain, quand il a voulu voler il tire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé l'oiseau, parce que l'oiseau vole. Et quand il a créé ses premiers avions ont ressemblé à des oiseaux. Donc, effectivement, l'analogie avec d'autres produits nous permet de créer des produits nouveaux. On peut aussi là comparer, par exemple, la circulation dans un supermarché avec la circulation sanguine. Et donc, avoir des allées du supermarché qui fonctionnent comme la circulation du sang chez l'individu. Les chapeaux de Bono, normalement, vous connaissez, vous avez fait même un TD là-dessus. Donc, il s'agit de penser successivement de 6 manières différentes. Comme une personne objective, comme une personne intuitive, critique, positive, créative et ensuite froide ou détachée. Par le produit, on s'était interrogé ensemble sur à quoi sert une bouteille, quelles sont les situations de vie dans lesquelles se trouve une bouteille et ainsi de suite. Et on en était arrivé à l'analyse fonctionnelle. Donc, normalement, le cours d'aujourd'hui devrait porter sur l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, c'est je regarde un produit et je me demande exactement à quoi il sert. Et à partir de là, je peux trouver des idées sur comment l'améliorer pour qu'il remplisse mieux sa fonction. Alors, les étapes de l'analyse fonctionnelle, tout d'abord, il faut bien exprimer le besoin relié au produit. On avait donné l'exemple de la lampe de chevet en cours, si vous vous en souvenez. Est-ce qu'une lampe de chevet sert à avoir de la lumière? Et ma réponse était non, finalement. Parce que si j'allume ma lampe de chevet, c'est soit pour lire, soit pour me déplacer dans ma chambre la nuit sans me cogner au meuble, soit éventuellement parce que j'ai peur et que j'ai besoin d'être rassurée par de la lumière. Si ces fonctions-là peuvent être remplies autrement que par de la lumière, je n'aurai plus besoin de lumière. D'ailleurs, la preuve, vous avez posé la question et de moins en moins d'entre vous ont une lampe de chevet à leur côté parce qu'ils ont leur téléphone portable qui a une torche, qui a un écran rétroéclairé, etc. Et donc, ils n'ont plus besoin d'allumer la lumière. Donc, il faut bien formuler le besoin. Et pour nous aider à bien formuler le besoin, on avait vu un outil qui s'appelle la bête à cornes. Comment fonctionne cet outil? Vous placez le produit au centre. Vous placez en haut à gauche la personne à qui ce produit sert et l'élément, et en haut à droite, l'élément sur lequel le produit agit. Et ça nous permet de formuler une phrase avec un verbe et une référence aux 2 cornes qui nous dit quel est l'objectif, à quel besoin est-ce que le produit répond.
On a vu plusieurs exemples, comme la tondeuse à gazon. Donc, on place le produit au milieu, la tondeuse à gazon. En haut à gauche, c'est l'usager, on va dire le jardinier. Et en haut à droite, c'est la hauteur des brins d'herbe. Donc, ça nous permet de formuler une phrase, c'est que la tondeuse à gazon permet au jardinier de réduire la hauteur des brins d'herbe. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que je poursuis? Oui, madame. Oui, madame, oui. Okay. Oui, madame. Donc, je vais passer sur les 36 000 exemples parce qu'on les a déjà vus. Et on passe au deuxième outil qui, une fois qu'on a défini les fonctions d'un produit, permet, une fois qu'on a défini le besoin, permet de définir les différentes fonctions d'un produit. Donc, comment on procède? On place le produit au milieu et on place autour du produit ces différents interacteurs. C'est quoi un interacteur? C'est tous les éléments de l'environnement qui interagissent avec le produit. D'où l'intérêt du questionnement qu'on a eu tout au début du chapitre sur la bouteille d'eau en plastique. Hein. À quoi elle sert? Qu'est-ce qui l'entoure? Quels sont les éléments avec lesquels elle entre en interaction? Donc ça, c'est le diagramme pieuvre. Une fois qu'on a mis le produit et les différents interacteurs, on peut définir des fonctions. Donc, une fonction est quelque chose qui relie deux interacteurs en passant par le produit lui-même. On appelle ça une fonction principale. Et ensuite, vous avez des fonctions de contrainte qui relient un interacteur uniquement avec le produit, mais qui ne relient pas deux interacteurs. Bon, les interacteurs, ça peut être le milieu technique, le milieu humain, le produit, le milieu économique. Donc, on peut se poser un certain nombre de questions pour trouver les interacteurs qui sont à qui le produit rend-il service, sur quoi est-ce qu'il agit, où il est utilisé, quelles sont ses caractéristiques d'utilisation, etc. C'est un petit peu les questions qu'on s'était posées à propos de la bouteille d'eau en plastique. Donc, par exemple, je pense qu'on va mieux comprendre sur un exemple, si on prend un store automatique, hein, donc ce sont des stores qui s'ouvrent et qui se ferment pour nous protéger du soleil. Donc, ça, j'ouvre les interacteurs. Eh bien, il y a le vent, parce que quand le vent souffle, il peut le décrocher. Il y a la pluie qui peut tomber dessus. Il y a l'utilisateur, bien sûr. Il y a la sécurité. Il ne faut pas qu'il soit dangereux. Il y a le mur. On doit pouvoir l'accrocher au mur. Il y a le soleil, parce que ça nous protéger du soleil, et sa qualité. Donc ça va nous permettre de définir un certain nombre de fonctions. Comme je vous l'ai dit, les fonctions principales relient deux interacteurs entre eux à travers le produit. Donc ici, on a une seule fonction principale qui relie l'utilisateur au soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction principale de ce produit, c'est de protéger l'utilisateur du soleil. Il y a toute une série, en revanche, de fonctions de contraintes. مثلا, la pluie. Le store automatique doit supporter la pluie. Le vent, le store automatique doit supporter le vent. Il doit pouvoir s'adapter au mur, et ainsi de suite. Donc là, vous avez la liste des fonctions de contrainte et de la fonction principale que nous avons définie dans le diagramme précédent. Est-ce qu'on est OK là? Oui, Oui, madame. Oui. Donc, un autre exemple, à la tondeuse à gazon, vous avez deux fonctions principales. Une qui relie l'utilisateur avec les déchets d'herbe. Ça veut dire que l'utilisateur doit pouvoir se débarrasser des déchets d'herbe. Et une qui relie l'utilisateur avec l'herbe à entretenir parce que l'utilisateur doit pouvoir couper l'herbe. Les autres sont des fonctions de contrainte, donc il doit pouvoir dépasser les obstacles divers qu'il rencontre dans un jardin, il doit supporter l'ambiance extérieure, hein, la pluie, le vent, la neige, etc. Il doit y avoir un minimum de sécurité, c'est-à-dire comme etc., etc.
Une fois qu'on a défini ces différentes fonctions principales et de contraintes, il faut les détailler un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut mettre des critères d'appréciation et des niveaux de flexibilité. Première fonction principale, permettre à l'utilisateur de diminuer la hauteur de l'herbe. Et قديش تحب la hauteur de l'herbe. Donc là, on vous dit, par exemple, la réduire de 20 mm, plus ou moins 5 cm. La netteté de la coupe, est-ce que tu as le brin d'herbe trace d'une manière précise ou la mission permettre, deuxième fonction principale, permettre à l'utilisateur d'évacuer de l'herbe. Déjà, première chose qu'il faut savoir, qu'il faut déterminer, ce sac, un huitième de mètre cube, plus ou moins 10%. C'est une réponse possible. Et قداش الوقت يلزم باش واحد ينحي الساك معبي بالحشيش وبعد يرجعه. Donc par exemple 2 minutes. Il doit respecter l'environnement, donc il ne faut pas que ça fasse trop de bruit. Donc شنو هي البورسنتاج مدام هذيك نتاع شنو؟ c'est une fourchette, معناتها يقول لك un huitième de mètre cube, plus ou moins 10%. Ah d'accord. La fourchette هذيك. Ah d'accord, fourchette. Donc, respecter l'environnement, c'est une question de décibels. 60 décibels, plus ou moins 6, entre 54 et 66. Ça doit plaire à l'œil. Alors ça, c'est qualitatif. On va mesurer ça, par exemple, sur une échelle d'attitude de ne me plaît pas du tout à me plaît beaucoup, par exemple. Elle doit fonctionner malgré les différences. Madame, اللي في النيفو نتاع الفلكسبيليتي ما فهمناش مدام. شنو هذا؟ مثلا il doit respecter l'environnement, d'accord, mais مش باش احس انا نقبل 60 ديسيبل اكثر من هكا ما نقبلش ولكن je vais me fixer quand même une certaine marge, c'est-à-dire que entre 54 décibels et 66 décibels j'accepte. Donc, je mets 60 décibels, plus ou moins 6. Le volume, le sac avec on a un huitième de mètre cube. Bon, moi, je m'attaque si c'est un neuvième de mètre cube ou un septième de mètre cube, une échelle à l'intérieur de laquelle, une fourchette si vous voulez, à l'intérieur de laquelle j'accepte. Oui ou non? Répondez-moi. Oui. Non. Oui, madame. مدام ما فهمتش انا فاش نعملوا بيه معناها ما فهمتش جايين بالرسمي مدام تحسها زايده على الاخر الحكايه معناها مدام من قاعدين الاخر انا فهموا شنو يعني قداش يرفع ولا ما فهمتش؟ اي مش واضحه برشا مدام. احنا ما قلنا معناها النيفو والفلكسيبيليتي شنو نستحقوهم معناها بالبورسنتاج c'est une quantification. مثلا قلنا l'effort هو فما جنين يبدا فيهم طلعات وهبطات etc. donc تتعب انت باش تدز. Donc il faut quantifier l'effort que le jardinier doit fournir pour pouvoir déplacer sa tondeuse. Parce que معناتها اتليت باش يدزها ولا حتى ولاد صغير ينجم يدزها. On mesure ça. اي فهمني مدام هذيا اما اكوا سا سيغ معناها. دونك فهمتوا انتوما مشكلتكم كان اكوا سا سيغ انا جايين. On continue? Oui. Donc, le pieuvre donc elle permet de définir les fonctions principales et les fonctions de contrainte. Une fois que nous avons défini les fonctions principales et les fonctions de contrainte, on va, et ça on ne l'a pas fait ensemble en cours, on va les placer dans un diagramme qu'on appelle un diagramme FAST.
Function Analysis System technique. En quoi est-ce qu'il consiste? Chaque fonction va être placée dans un rectangle que l'on va placer à gauche du graphique. Ensuite, on va se poser pour chaque question la question de comment va être réalisée cette fonction, et ça va nous permettre de remplir la totalité du graphique. Je pense que vous allez comprendre mieux sur un exemple. C'est un outil graphique qui permet de détailler les fonctions techniques et les solutions qui sont associées. Il est organisé de la gauche vers la droite. On part d'une fonction de service. Les fonctions, on vient de les définir dans le diagramme pieuvre. Et il va définir les solutions techniques nécessaires à la réalisation de cette fonction de service-là. Donc, il est basé sur une méthode interrogative. Pour chaque question technique, on va se poser les questions quand, comment et pourquoi. Madame, on va directement à l'exemple et à mon avis, vous allez tout comprendre. اي مدام ديجا يلزم الرابيل خنبدا اللي بدينا هيك هذا ما قريناهش في الكلاس. Prenons un exemple concret. Un aspirateur. Bon. On a une première fonction que l'on a placée à gauche du graphique, c'est nettoyer un local. Et on va se déplacer dans ce graphique en posant 3 questions. Comment, pourquoi et quand. Pour aller vers la droite, on va poser la question comment. Quand je dis nettoyer un local, je me pose la question comment je vais nettoyer le local. Et je nettoie le local en enlevant la poussière. Ensuite, je me pose la question comment je vais enlever la poussière. Et je réponds en aspirant la poussière. Ensuite, je me pose la question comment je vais aspirer la poussière. Et la réponse est en créant un flux d'air. Comment je vais créer un flux d'air? Grâce à une turbine. Donc, vous voyez que pour aller de la gauche à la droite de mon graphique, je pose la question comment. Pour aller de la droite vers la gauche, je vais poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai placé une turbine dans mon aspirateur? Pour créer un flux d'air. Pourquoi est-ce que j'ai créé un flux d'air? Pour aspirer la poussière. Pourquoi est-ce que j'ai aspiré la poussière? Pour enlever la poussière. Et pourquoi ai-je enlevé la poussière? Pour nettoyer mon local. Vous voyez que pour aller vers la gauche, on pose la question comment? Pour aller vers la droite, pardon, on pose la question comment? Pour revenir vers la gauche, je pose la question pourquoi? Pour aller de bas en haut et de haut en bas, je pose la question quand. Elle est vraiment quand. Quand je dis quand, ça veut dire en réalité quelles sont les fonctions qui doivent être faites simultanément. Ça veut dire qu'en même temps que j'aspire la poussière, je dois séparer la poussière de l'air. Et en même temps que je sépare la poussière de l'air, je dois également évacuer la poussière. D'accord? Donc, quand je vais du bas vers le haut, ça veut dire que ce sont des fonctions simultanées. Pour aller de gauche à droite, je pose la question comment. Pour revenir vers la gauche, je pose la question pourquoi. Alors, c'est clair ou pas? Répondez-moi. Oui, madame, c'est clair. Tout le monde? Oui, واضح. Oui, madame. واضح. فهمني معنى الكونسيبت مدام من الجوش للدروات كومون من الدروات للجوش pourquoi c'est ça? Voilà, on monte الفوق quand. اللي هو ماهيش quand بالضبط يقولوا لها quand, mais en réalité c'est qu'est-ce que je fais en même temps? Qu'est-ce que je fais en même temps? À quoi ça sert? Oui, madame, déjà جينا باش نسألوه لك. ايه هذا هو. مثلا كي نوصلوا للفاز الاخرى هذيا stocker la poussière. Je m'interroge sur les solutions techniques pour stocker la poussière.
Pour stocker la poussière, je peux avoir un sac jetable. Avec les sacs en carton qui fait un béon la waha. Je peux avoir. Je peux aussi avoir un bac rigide, amovible. نحا كيما نتاع الطوندوز à gazon يتنحى لا فرغ وترجع. نبزع على البوسيير ونغسلو éventuellement ونرجعو. Et puis pour résoudre cette même fonction technique de stocker la poussière, je peux imaginer d'autres solutions. Maintenant, une solution qui rendrait la poussière solide. Voilà une solution qui liquéfie la poussière, qui me permettrait de la verser directement dans les canalisations, etc. etc. Donc, c'est là qu'intervient l'innovation. Quand j'ai déterminé les différentes fonctions, les différents rôles que doit jouer un aspirateur, à partir de là, je peux m'interroger sur comment je peux améliorer la réalisation technique de ces fonctions-là. Est-ce que maintenant, l'utilité de tout ça est claire ou pas? Oui, madame, c'est clair. C'est ironique. Donc, comme je me suis interrogée sur le stockage. Madame, exemple l'aspirateur ou l'aspirateur? C'est un exemple, l'aspirateur. Mais je me suis dit que travailler sur l'exemple est plus parlant que de parler. D'accord. Donc, comme on s'est interrogé sur le stockage de la poussière, on peut s'interroger sur le filtrage de l'air. Bon, j'ai filtré l'air avec des filtres, mais on peut, je ne sais pas, moi, filtrer l'air avec des champs magnétiques, filtrer l'air avec d'autres moyens technologiques. Pareil pour la création du flux d'air, on peut imaginer que le flux d'air puisse être créé technologiquement autrement que par une turbine. Dernière méthode qu'on va voir, c'est la méthode SADT, Structure Analysis and Design Technique. Là aussi, je pense qu'on va aller directement à l'exemple. Et après, on reviendra vers la théorie et à mon avis, vous allez mieux la comprendre à ce moment-là. Donc, en fait, voilà à quoi ressemble l'actigramme SADT. Vous prenez la fonction globale d'un produit, vous interrogez sur les entrants. Et ensuite, on va s'interroger sur les données de contrôle, sur l'énergie, la programmation, le contrôle, etc. Et là, on va prendre l'aspirateur, les électroménagers, la machine à laver. Moi, le confinement, donc les hinkem de l'ahkayt donc, machine à laver, le linge. شنو ندخلوا فيها؟ ثلاثة حاجات. Du linge sale, de l'eau et un produit de nettoyage. Produit. Voilà. شنو يخرج منها؟ Du linge. شنو هما ثلاثة حاجات مدام عاودنا؟ Le linge. يخرج منها الصابون نظيف. هذا يدخل صابون ممسخ وماء وبرودوي. يخرج نظيف. يخرج صابون نظيف، اما ما يخرجش كان صابون نظيف، يخرج معه ماء مسخ. الرغوة. وي الرغوة تمشي مع الماء نورمالمون، انت كي تخرجوا ما يبداش فيه رغوة. De la chaleur, انت كي تمس الماكينة ساعات تبدا سخونة على خاطر c'est de l'énergie qui est perdue et du bruit, elle fait du bruit. Et puis il y a toute une série de voyants aussi. تقول لك قداش مازال لها، قداش température نتاعها، etc. Pour la faire fonctionner, il faut de l'énergie, présence d'énergie. Il y a des variables de contrôle. Vous avez choisi le cycle de lavage. Hein. Je sais pas moi, cycle pour coton, fibres synthétiques, blanc, couleur, etc. Vous avez réglé la température, peut-être la vitesse.
Et il y a surtout, vous avez appuyé sur le bouton marche arrêt, sinon rien ne fonctionne. Donc c'est ça en gros l'actigramme SADT. D'accord? Donc vous avez la matière d'œuvre, ce qui entre, on a le linge, l'eau et le produit, ce qui sort, hein, le linge propre, mais aussi un certain nombre de nuisances comme le bruit ou l'eau sale. Vous avez les données vous avez des informations aussi pour l'utilisateur qui sort, d'un voyant, ainsi de suite. Et vous avez un certain nombre de données de contrôle, et les HOMA, donc la contrainte énergétique, W, la contrainte énergétique, les consignes de fonctionnement qui m'appellent là, est-ce que cycle court, cycle long, etc. Les paramètres de configuration comme la température et le paramètre de réglage, hein, c'est le déclenchement, c'est Est-ce que c'est clair? Vérifiez, vous allez recevoir un mail concernant ça. Oui, madame, c'est clair. Oui, madame, c'est clair. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Voilà. Donc, vous allez voir d'autres exemples. Dernière chose où on peut aller chercher des idées de produits nouveaux, ce sont les salariés de l'entreprise elle-même. Alors, on avait une petite boîte, hein, qu'on collait, qu'on accrochait au mur, et les salariés venaient mettre des petits papiers là, dans lesquels ils mettaient leurs idées de nouveaux produits. Bien sûr, maintenant, il y a d'autres avec les nouvelles technologies, il y a des manières plus intéressantes, hein, comme les plateformes collaboratives ou les applications mobiles qui, là aussi, permettent de récolter les idées de produits nouveaux des salariés. Là, vous allez avoir essentiellement des exemples. Donc, par exemple, le Mixit de GDF Suez, il y a GDF, c'est Gaz de France, il y a Steg par France. Donc, elle a mis en place une plateforme qu'elle a appelée Mixit, ou la Mixidée, qui réunit 3500 salariés et les 2000 conseillers clientèle de l'entreprise. Chaque collaborateur dispose d'un compte pour se connecter à la plateforme, soumettre son idée, et cette idée, ensuite, elle peut être discutée, commentée, enrichie par les autres collaborateurs. Donc, le taux de participation est de 44%, donc 44% des salariés ont participé à cette plateforme. On vous dit qu'en 2013, plus de 33 000 idées ont été postées, 1100 ont été retenues et 600 ont été mises en œuvre. Donc, c'est quand même assez riche et productif comme idée. Decathlon, ce qu'il fait, c'est qu'il fait carrément un spectacle dans lequel vous avez un certain nombre d'équipes de salariés qui vont présenter leurs idées de nouveaux produits. Et à la fin du show, le public vote par SMS ou par Internet l'idée qui leur semble la plus intéressante. La Maïf, c'est une assurance. Ce qu'ils ont fait, c'est que comme un café, comme un lounge, on fait des canapés, mais il y a aussi toutes les technologies où les salariés peuvent venir boire quelque chose, discuter entre eux, et parce que l'idée, c'est que quand on se retrouve dans un espace sympathique et convivial qui change de l'atmosphère du bureau, on devient plus créatif et on peut avoir davantage d'idées. Et là aussi, à chaque séance, on vous dit qu'il y a en moyenne 30 idées de proposer. Voilà, donc le chapitre 2 s'arrête là. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à tout ce qu'on a vu? مدام نحب نسألك جوغ كيفاش باش يجيونا لي كيستيون في الاكزامان ولا كيما تدي الكل ما راش حسيتو كومبليكي شويه الكور هنا